la Russie orthodoxe au secours de l'Europe, avec un point d'interrogation tout de même, parce que bon, soyons prudents et puis réfléchissons avant de prendre des conclusions. Oswald Spengler, l'auteur du fameux livre Le déclin de l'Occident, avait cette idée que le dynamisme d'une civilisation peut se mesurer à l'engagement de son élite intellectuelle dans la philosophie politique. C'est-à-dire, quand il y a vraiment des penseurs qui s'intéressent à la philosophie politique ou la philosophie de l'histoire, c'est qu'on a une société dynamique. Et comme le remarquait de son côté le philosophe russe Nicolas Berdyaev, c'est précisément un domaine dans lequel la Russie s'illustre particulièrement. C'est-à-dire qu'en Russie, vous aurez du mal à trouver un philosophe qui ne soit pas avant tout un philosophe politique. C'est vraiment un domaine où les intellectuels russes s'investissent beaucoup. Voyez. Berdyaev va jusqu'à dire que la philosophie religieuse de l'histoire est la mission particulière de la Russie. Et donc je vais essayer de vous montrer effectivement qu'on a une grande richesse de penseurs russes qui s'intéressent à la philosophie politique, la philosophie de l'histoire, la philosophie des civilisations, et qui essayent de comprendre ce qu'est la Russie en particulier. Et donc c'est le but principal de cette conférence, de vous faire découvrir un petit peu tout ça. Donc il a fallu que je le découvre moi-même, parce que je n'avais pas d'idée particulière là-dessus. Donc j'ai un peu travaillé, je vais essayer de vous faire partager un peu ce que j'ai appris dans ce domaine-là. Mais en même temps, je vais commencer par parler un petit peu de l'Europe, parce que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir un peu qu'est-ce qui se joue entre l'Europe et la Russie, et donc de prendre une perspective historique longue. Donc je suis essentiellement médiéviste, finalement c'est quand même ma formation de base, enfin ma formation universitaire on va dire, tardive, mais enfin c'est mon bagage on va dire. Donc on va remonter un petit peu au Moyen-Âge, et puis on va avoir une perspective géopolitique large, c'est-à-dire on s'intéresse aux grands espaces et au temps long, c'est ce qui permet d'avoir une perspective un petit peu avec du recul, d'accord. Bon, alors c'est important, c'est intéressant parce qu'en fait, lorsqu'on lit un petit peu les biographies de Vladimir Poutine, on apprend, que ce soit des biographies critiques ou favorables, que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine culture et qui lit, qui s'est beaucoup instruit chez des philosophes russes. Donc c'est intéressant de connaître un petit peu les penseurs qui inspirent Poutine et son équipe, et l'élite russe actuelle, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont comme vision de leur pays, de l'Europe et de l'avenir du monde. Voilà un peu l'intérêt, je pense, de tout ça. Alors, partons de ce constat qu'il y a un fossé, une polarisation dans le monde européen, qui est par exemple illustré par un sondage il y a quelques années sur la question, sur des questions anthropologiques fondamentales, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, est-ce qu'une femme peut être un homme, etc. Et là, sur cette carte, on voit assez bien qu'il y a quand même une polarisation entre l'Ouest et l'Est, avec l'Occident qui s'oriente de plus en plus vers un programme de déconstruction des normes, déconstruction des valeurs de la nature humaine, et puis l'Orient, enfin disons l'Est de l'Europe qui s'accroche quand même à des valeurs traditionnelles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement ces deux mondes-là, évidemment on va voir que la limite n'est pas facile à tracer, mais on a l'Occident, c'est le monde, on va dire, germano-romain, c'est comme ça qu'en général on définit l'Europe, c'est le monde ou romano-germanique. Et à l'Est, on a le monde, on peut dire, gréco-slave, c'est-à-dire c'est le monde grec, parce que c'est le monde de Constantinople, de Byzance et de la Grèce, des Balkans, mais c'est le monde slave aussi du point de vue ethnique, d'accord. Donc on a quand même quelque chose qui se recoupe, qui est significatif de ce point de vue-là. Et on voit que le bastion de la résistance, c'est la Russie, avec 2% qui se prononcent en faveur de l'idée qu'une femme transgenre, trans women are women and should have the same right. Je ne vais pas vous traduire, je pense que ça va au niveau
Le niveau n'est pas trop élevé encore, donc 98% on va dire des Russes sont hostiles à ce genre d'idée, hein, ce qui est quand même assez important. Alors le partage de ces deux mondes, eh bien c'est avant tout le partage de... Excusez-moi, il faut que je... Oui, voilà. Et si on essaye de tracer une ligne pour séparer ces deux, on aurait du mal à tracer la ligne, mais on pourrait, elle recouperait un petit peu, grossièrement, la ligne de partage que Samuel Huntington avait tracée dans son livre Le choc des civilisations. Donc ça, c'est une carte qui est issue de son livre. Et c'est-à-dire qu'on a à l'ouest le monde catholique et protestant, d'accord ? La chrétienté occidentale, catholique et protestante. À l'est, on a le monde orthodoxe, chrétien orthodoxe et musulman, principalement. D'accord ? Alors ça ne recoupe pas tout à fait, vous voyez, le monde slave et pas entièrement du côté de l'est, puisqu'il y a une partie du monde slave qui est catholique. Les Polonais, par exemple, sont catholiques. Les Tchèques sont catholiques et protestants. Ok ? Ce partage, donc on va dire chrétienté occidentale et orientale, vous savez qu'il date, ça remonte très loin, on peut remonter à Charlemagne, hein, c'est là que les premières tensions, enfin divisions un peu idéologiques, doctrinales apparaissent dans la chrétienté européenne, et puis c'est le schisme du XIe siècle qui marque la rupture définitive entre le catholicisme romain et l'orthodoxie. Donc c'est intéressant, du point de vue de Huntington, la religion, ça reste le noyau dur hein, des civilisations, c'est quelque chose qui est extrêmement résistant, et ça, on a une sorte de confirmation de ça. Il y a la dimension ethnique, hein, comme j'ai dit, il y a le monde gréco-romain ou roman, parfois on dit gréco-roman, parce que c'est les langues romanes, on va dire, germano-roman, hein, ou romano-germain, et puis à l'est, gréco-slave, voilà, d'accord. Alors, cette division, finalement, on pourrait aller très très loin, et puis remarquer que elle correspond à la division de l'Empire romain, entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Alors, division un petit peu factice, un petit peu arbitraire, et même très discutable, de certains points de vue, mais qui reflète quand même une réalité. On ne sait pas très bien quelle réalité, et on ne sait pas très bien où placer la limite entre les deux, donc on peut tirer un trait droit, mais c'est intéressant de remarquer que ça remonte très très loin. L'inventeur britannique de la théorie du Heartland, Alfred Mackinder, suggérait même de voir dans l'opposition entre la Russie et l'Europe, donc lui il écrivait au début du XXe siècle, et que cette division était finalement un avatar de l'opposition entre la Grèce et Rome. D'accord ? Donc on peut remonter même au-delà de la division de l'Empire romain, dans cette polarité entre la civilisation grecque et la civilisation romaine. Alors civilisation entre guillemets, parce que la civilisation romaine, on voit plus Rome comme un empire que comme une civilisation, alors que la Grèce a été une civilisation. Si on s'intéresse à l'Europe occidentale, je pense qu'il y a deux caractéristiques majeures pour comprendre un petit peu la nature, l'identité de notre Europe. C'est que d'une part, alors la matrice de l'Europe occidentale, c'est l'Empire carolingien, l'Empire de Charlemagne. Hein, c'est la première unité politique après la chute de l'Empire romain, d'accord, qui se crée et qui fonde l'Occident. Mais cet Occident a deux particularités que je voudrais souligner. D'abord, elle a une capitale cléricale, on va dire, à Rome, mais d'une certaine manière, elle a une capitale spirituelle qui est en dehors de son territoire, très très loin à l'est, c'est Jérusalem. Parce que le fait que le christianisme soit devenu la religion de l'Empire fait que les regards de cette civilisation sont tournés vers l'est, vers Jérusalem. Hein, on peut dire que c'est comme si vous aviez une civilisation dont la capitale ou le berceau se trouve très très loin, en dehors de l'espace de cette civilisation. Ça, c'est une particularité, si on y réfléchit, qui est unique dans l'histoire. Vous n'avez jamais une civilisation dont la capitale se trouve en dehors du territoire contrôlé par la civilisation. Et la deuxième caractéristique, c'est que très tôt, donc, il y a cette rivalité entre Rome et Constantinople qui apparaît. Et ces deux réalités-là vont engendrer les croisades, hein, qui sont à la fois
une tentative de reconquête de Jérusalem après la prise de Jérusalem par les musulmans, mais aussi très clairement une entreprise de conquête, on peut dire, de Constantinople. Donc les croisades aboutissent, ne l'oublions jamais, aboutissent quand même en 1204, à la 4e croisade, au sac de Constantinople, qui est un coup mortel porté par les croisés francs et latins, à la civilisation orthodoxe qui ne s'en relèvera pas. Ça, tous les historiens le confirment aujourd'hui, c'est-à-dire la 4e croisade a vraiment porté un coup mortel à la civilisation orthodoxe. Donc ça, c'est une dynamique qui est très importante, à mon avis, qu'on a du mal à voir, nous, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, ça fait pas peur, c'est pas une image très valorisante pour l'Occident, mais c'est une réalité qui continue à nous suivre, et surtout, c'est une réalité dont les Russes c'est une histoire, par contre, qu'en Orient, personne n'a oublié. Nous, on l'a oublié, on l'a refoulé en quelque sorte, mais c'est important de savoir, de voir un peu les choses aussi, d'apprendre à voir les choses à travers le regard que portent les Russes sur l'Occident. Voilà. Alors les croisades, c'est quelque chose aussi qui quand même suscite, pour lequel on a une image. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai écrit pas mal sur les croisades, mais qu'est-ce que les croisades? Finalement, en 2 mots, c'est une militarisation de la papauté. La papauté, en Occident, est devenue une principauté, un État avec un territoire au milieu de l'Italie. Et ça, c'est très important pour comprendre toute l'histoire de l'Europe. Je vais en dire un mot. Et puis, une principauté qui lève des armées et qui lance des armées vers l'Est, vers le Nord, vers le Sud de la France, etc. Donc, il y a une militarisation de la papauté. D'accord ? Il faut savoir qu'à cette époque-là, à la même époque, vers l'an 1000, on va dire, vers l'an 1000 qui est le tournant, la réforme grégorienne, le schisme, c'est le XIe siècle, d'accord ? À cette époque-là, donc l'empire de Constantinople se porte encore très bien, jusqu'à la 4e croisade, et on a aussi, donc dans le monde musulman, une particularité qu'on a un petit peu oubliée, c'est qu'on a l'empire fatimide au sud, et l'empire fatimide, c'est un empire chiite, et non pas sunnite, et qui vit en relative bonne harmonie avec Constantinople, même s'il y a des tas de problèmes, il y a des petites guerres, ils se disputent Jérusalem, mais en gros, il y a une bonne entente et presque une unité civilisationnelle entre le monde orthodoxe de Byzance et le monde fatimide qui est centré au Caire. Les Fatimides, ce sont eux qui ont créé la ville du Caire. D'accord ? Donc je répète, ce sont des chiites. Comme le sont les Iraniens. Alors c'est un chiisme sans doute assez différent, mais le dernier des califes fatimides, sa mère était chrétienne. Et vous avez des échanges culturels assez importants, et donc on avait une certaine unité culturelle et civilisationnelle qui, vous le remarquez, recoupe à peu près toute cette partie orientale, aussi bien au nord qu'au sud, de cette division fondamentale qui remonte à la division des 2 empires romains. Ok. Alors, l'Empire fatimide et l'Empire byzantin avaient un ennemi commun qui était censé combattre justement les chrétiens francs et latins. C'était les Turcs seldjoukides, donc qui ont donné après coup les Ottomans, si vous voulez, donc qui était totalement une autre civilisation qui se sont convertis à l'islam, enfin qui avait des racines très différentes de ce que pouvait être l'Empire fatimide. Donc on peut dire que les croisades ont détruit cette unité parce qu'indirectement l'Empire fatimide s'est écroulé en même temps dans la foulée de l'écroulement de l'Empire orthodoxe. Bon, les croisades ne sont pas les seuls responsables évidemment. Alors maintenant on va passer un petit peu à la Russie pour voir qu'est-ce qui se passe en Russie à la même époque. Et donc, à partir du 9e siècle, donc avant le schisme définitif, alors qu'il y a quand même déjà des rivalités entre Rome et Constantinople, chacun des 2 pôles de la chrétienté essaye de convertir et convertit des peuples, et en particulier les peuples slaves. Donc il y a des peuples qui sont convertis par les catholiques, comme les Polonais, les Tchèques, enfin la Bohème, le duché de Bohème à l'époque. Et puis les Byzantins vont aussi envoyer des missionnaires convertir les Slaves du nord au nord de la mer Noire. Donc vous voyez, Constantinople c'est juste au sud de la mer Noire, et de l'autre côté de la mer Noire, vous avez la Crimée et vous avez ce qu'on appelle la Russe de Kiev. C'est le premier État russe
Alors on l'écrit comme ça parce que c'est un petit peu différent de la Russie, et à travers cette conférence, je voudrais aussi vous montrer la complexité de la question de Kiev et de l'Ukraine. Parce que la Russe de Kiev est centrée, sa capitale c'est Kiev, elle a été fondée théoriquement, mais c'est discuté, mais enfin je pense que c'est vrai, par des Vikings de Suède. Les Russes à l'origine sont des Suédois, des Scandinaves, qui se sont installés à Novgorod, donc au nord, ils sont venus par la mer Baltique, c'était des commerçants essentiellement, et puis ils sont descendus un peu vers Kiev, qui est sur le Dniepr, et donc c'est un fleuve qui communique avec la mer Noire, et donc ils faisaient du commerce avec Constantinople, et puis ils étaient en contact avec d'autres empires commerçants, etc. Au IXe siècle, donc, en 988, Vladimir le Grand est le fondateur, on va dire, de l'État de la Russe de Kiev, et c'est un saint et un héros national, donc c'est lui qui convertit son royaume, il épouse la sœur de l'empereur byzantin. Il accueille des missionnaires et des prêtres, et il construit une église Sainte-Sophie à l'imitation de la Sainte-Sophie, d'accord. Donc la Russe de Kiev est vraiment un État qui a été fondé dans l'orthodoxie, d'accord. Alors une particularité que je mentionne tout de suite parce qu'elle est quand même très très importante, c'est que contrairement à Rome qui impose le latin comme seule langue autorisée, les Byzantins n'ont jamais imposé le grec au peuple qu'ils convertissent. Au contraire, ils vont leur offrir un alphabet. Donc ils offrent, vous savez, avant de convertir les Russes, ils ont converti les Bulgares, et pour les Bulgares, ils ont créé l'alphabet cyrillique, qui a changé un peu de forme. Enfin, ils vont leur offrir un alphabet pour qu'ils puissent écrire leur langue et lire l'évangile dans leur langue et pratiquer le culte dans leur langue. Ça sera le slavon, le vieux slave, on appelle ça le vieux slavon ou le slavon, qui reste aujourd'hui la langue liturgique. D'accord ? C'est important, enfin c'est intéressant, d'autant plus que le grec c'est quand même la langue du Nouveau Testament, alors que le latin n'a strictement aucun rapport avec les sources originelles du christianisme, vous voyez, mais le latin est devenu une langue sacrée, alors que les Byzantins n'ont pas cherché à faire du grec une langue sacrée. Donc c'est une grosse différence qui a joué son rôle dans l'histoire, parce que les Tchèques, par exemple, qui avaient été convertis avant, étaient très jaloux du fait que les Russes pouvaient pratiquer leur culte dans leur langue, et ont souvent réclamé à Rome l'autorisation de dire la messe en slavon, et l'autorisation leur a toujours été refusée. Et c'est pas étranger aux révoltes en Bohême contre le christianisme un peu plus tard. Voilà, alors c'est le fils de Vladimir le Grand qui va étendre le royaume et faire de la Russe de Kiev un royaume important, mais c'est un royaume qui reste en fait assez centré, assez tourné vers l'Occident. Et en fait, Yaroslav le Slave va marier 3 de ses filles à des souverains occidentaux, notamment Anne de Kiev, qui épouse un roi français, je crois que c'est Henri Ier, hein, d'accord. Donc on a quand même, vous voyez, on est dans la première Russie de Kiev, centrée donc sur la capitale actuelle de l'Ukraine, qui est quand même un royaume qui a des liens, même s'il est orthodoxe. Mais comme il a été fondé avant le schisme, il n'est pas faux de la part de certains Ukrainiens de dire que leur histoire commence à l'ouest. Hein, c'est un royaume qui a des liens, qui s'intègre, disons, dans la féodalité occidentale. Okay. Le deuxième personnage très important dans l'histoire de la Russie, c'est Alexandre Nevski. Il est important parce que... Ouais. Bon, il y a des petits bugs, c'est pas grave. Donc, il est important parce qu'il est considéré comme presque celui qui a sauvé l'orthodoxie russe et finalement, d'une certaine manière, sauvé l'orthodoxie de tout court, parce qu'il a refoulé les tentatives de conquête des Suédois d'une part, mais surtout des chevaliers teutoniques germains, donc, qui ont été envoyés par Rome dans une croisade. Les chevaliers teutoniques, ça aussi c'est une forme de militarisation des ordres monastiques, qui est une particularité très très étonnante du catholicisme. Hein. Il y a des ordres monastiques qui sont des ordres militaires, et les chevaliers teutoniques donc, ont fondé la Prusse, ont colonisé la Prusse et ont été lancés avec l'accord et l'encouragement du pape à la conquête de la Russie. Et c'est Alexandre Nevski qui les a refoulés. Et c'est pour ça qu'il est un grand héros national,
et un saint de l'Église orthodoxe. Il a rejeté la proposition des catholiques, c'est l'illustration là, de se soumettre à l'autorité du pape en échange de l'aide des croisés contre les Mongols, parce qu'Alexandre Nevski était assailli à l'est par les Mongols, et c'est l'époque de l'invasion mongole. Donc vous voyez ici l'expansion qui avale en quelque sorte la Russie. Et là, on va rentrer dans cette période de la domination mongole de la Russie, la domination de la Horde d'Or. Donc la Horde d'Or est une partie de l'empire de Genghis Khan, dirigé par le petit-fils de Genghis Khan. Et ça, donc, c'est un épisode qui va durer 2 siècles et demi et qui est évidemment fondamental dans l'histoire de la Russie et dans l'identité de la Russie. Donc Alexandre Nevski a préféré payer tribut aux Mongols plutôt que de se soumettre à l'autorité du pape, plutôt que de reconnaître la suprématie universelle du pape. Vous voyez, donc ça c'est un choix historique civilisationnel tellement fondamental que c'est probablement le fait historique le plus important dans la conscience russe. Voilà. Alors on va revenir à la Russie un peu après, mais je voudrais reprendre le fil de l'histoire catholique, merci, de l'histoire occidentale, oui, donc catholique, pour un peu essayer de voir un peu comment s'est positionnée la polarité entre les deux. Donc en Occident, que se passe-t-il en Occident pendant ce temps-là? On a vu que Rome, en quelque sorte, revendique la supériorité, la préséance, donc la supériorité hiérarchique sur le patriarche de Constantinople, mais en même temps, l'aspect le plus important de la papauté en Occident, c'est la volonté du pape de devenir une sorte de suzerain supérieur par rapport à tous les rois et empereurs d'Occident. Donc ça commence, c'est la caractéristique de la réforme grégorienne et de ce qu'on appelle la querelle des investitures. C'est cette volonté du pape de dominer, d'imposer sa volonté aux rois et aux empereurs en usant de l'excommunication et de tout un tas d'autres moyens, et même des croisades, puisqu'on a des croisades quand même en Occident, on a la croisade contre les Albigeois, etc. Donc, la réalité politique qui, à partir de ce moment-là, et pour 2 siècles, domine l'Occident, est la lutte entre les papes et les empereurs romains germaniques, dont l'illustration la plus dramatique est l'humiliation de Henri IV devant Grégoire VII, ce fameux épisode de Canossa. Donc en suppliant le pape de lever l'excommunication, parce que excommunier l'empereur, ça veut dire envoyer un message à tous les vassaux de l'empereur en lui disant ce n'est plus votre empereur, vous pouvez vous lancer, vous pouvez vous rebeller contre lui, vous êtes encouragé. Donc voilà. Donc Henri IV a passé, vous savez, vous connaissez l'histoire qui est probablement en grande partie fausse, qui est une production de la propagande de la papauté, mais qui a un fond de vérité. L'empereur s'est humilié, au moins en apparence, devant le pape. Alors il y a d'autres épisodes très importants de cette lutte entre les papes et les empereurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ferai le sujet d'une autre conférence un peu plus tard, parce que c'est une longue histoire. Mais plus encore que Henri IV, c'est la figure de Frédéric II Stauffen qui incarne cette lutte incroyablement violente entre les papes et les empereurs, et toute la dynastie des Stauffen. Frédéric II est un personnage absolument fascinant, plus pour les Allemands que pour les Français, parce que nous on ne le connaît pas bien. C'est Frédéric II, donc de la dynastie de Stauffen ou Hohenstaufen, qui lui avait réussi à recréer un empire gigantesque, parce qu'il était à la fois roi de Sicile, c'est-à-dire du royaume de Sicile qui incluait le sud de l'Italie, et roi des Romains, c'est-à-dire roi des Germains et empereur des Germains. Et un des problèmes clés du problème de l'Occident, c'est que les États pontificaux sont entre les deux, sont au milieu de l'Italie avec Rome, et les papes ont toujours lutté férocement pour empêcher l'union de l'Italie du Sud, et c'était le cauchemar de la papauté, c'est d'avoir un souverain qui contrôle à la fois l'Allemagne et le sud de l'Italie. Toute l'histoire de l'Europe, on pourrait dire, se résume à cette volonté farouche de la papauté.
Frédéric II est un personnage fascinant parce que c'est quelqu'un qui lance sa propre croisade et qui réussit à reconquérir Jérusalem sans verser une goutte de sang, parce que c'était quelqu'un qui avait un grand respect pour, enfin, qui s'est lié d'amitié avec le calife et qui, enfin, c'est un personnage qui parlait 6 langues. C'est un personnage, on dit souvent, de la Renaissance, bien 2 siècles en avant de son temps. Voilà. Il a été détruit entièrement par la papauté, sa descendance a été exterminée avec l'aide de la France. Je n'ai pas trop le temps de parler de la France, mais la France a joué un rôle très très important dans l'histoire de l'Europe, justement en tant qu'allié de la papauté. C'est pour ça que la France est la fille aînée de l'Église, un titre qui lui a été donné, pas à l'époque de Clovis, mais bien plus tard, parce que c'est la France qui a été utilisée souvent par l'Église, par la papauté, pour combattre l'Empire tel qu'il se dessinait un peu naturellement. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais je vais vous lire en fait le résumé que j'ai préparé pour une prochaine conférence, comme ça vous verrez un peu la perspective que je donne, qui est une perspective, je pense, assez originale, mais je pense qui permet de comprendre beaucoup de choses sur la situation de l'Europe. Donc l'Europe fut indéniablement une civilisation qu'on peut définir comme chrétienne et romano-germanique. Mais contrairement à toutes les autres civilisations, elle n'est jamais parvenue à réaliser son unité politique, ni même linguistique. L'Europe n'a pas de capitale, l'Europe n'a pas de langue commune, et pourtant c'est une civilisation. Au contraire, elle se caractérise par le morcellement entre des royaumes indépendants se disputant la suprématie sans jamais l'atteindre. Et c'est ça l'histoire de l'Europe, on n'a pas d'unité politique, il n'y a pas d'empire. Il n'y a pas d'empire, l'empire carolingien n'a pas réussi, il a été morcelé, et les tentatives successives de créer un empire ont toujours échoué, principalement à cause de la résistance de la papauté, qui voulait en quelque sorte que l'Occident soit un empire catholique, contrôlé par le pape. Alors, le drame de l'Europe occidentale réside donc dans les malheurs de la papauté pour se constituer en puissance politique, territoriale et militaire, et dans sa volonté de faire de tous les souverains ses vassaux. Bon, alors, on va essayer d'aller assez vite. Après, il y a évidemment des révoltes contre ce pouvoir énorme de la papauté, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais la papauté est à la fois un État, mais qui a des possessions dans tous les pays, qui est le plus gros propriétaire foncier dans certains pays comme la France ou l'Angleterre, qui a des seigneuries, qui est dispensé d'impôts, qui est capable de lever des armées dans les pays étrangers, etc., etc. D'accord ? Donc tout ça soulève de grosses oppositions. On peut dire que la première grande résistance est en France, avec Philippe le Bel, qui en quelque sorte, à travers un bras de fer avec le pape Boniface VII, déplace la papauté à Avignon, etc. Bon, il y a une grande crise du christianisme occidental, avec 3 papes à un certain moment qui s'excommunient mutuellement, etc. Philippe le Bel, vous savez, qui détruit l'ordre du Temple et s'empare de son trésor, etc. Bon, mais il ne détruit pas malgré tout le christianisme. Il y a d'autres mouvements de révolte, notamment en Bohême, c'est-à-dire à Prague, avec Jean Hus, qui est un personnage qui est un grand héros national pour les Tchèques, qui a été brûlé vif, mais dont le mouvement de réforme avant Luther a quand même laissé beaucoup de traces. Et puis après, bien sûr, il y a Luther. Alors ça, c'est juste pour illustrer la situation de l'Europe, qui, comme je l'ai dit, je pense que cette particularité vraiment unique dans toute l'histoire, c'est que l'Occident est une civilisation sans unité politique, sans empire. Alors, est-ce qu'une civilisation et un empire, c'est la même chose? Non. Mais dans la plupart des civilisations sont des empires, d'une certaine manière. D'accord? C'est-à-dire un ensemble de nations ou de nationalités qui sont quand même unies par une structure politique plus ou moins rigide,
avec une capitale, avec une unité linguistique, et nous n'avons pas d'unité linguistique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en Europe, on parle l'anglais, qui est la langue finalement d'une autre civilisation, parce que la civilisation américaine, c'est une autre civilisation. Tout ça, évidemment, parce que le latin était la langue de l'Empire d'Occident, mais le latin n'était pas une langue parlée, c'était la langue des clercs. Donc, finalement, la papauté, j'ai lu quelqu'un qui faisait une... Si on étudie bien l'histoire de l'Occident et du pouvoir de la papauté, on peut vraiment comparer la papauté au pouvoir de Washington aujourd'hui en Europe. Parce que la papauté, alors, ça va sans dire, mais quand je dis la papauté, je ne parle pas de la chrétienté, hein, je parle d'un pouvoir politique. La papauté est un pouvoir politique, d'accord, qui a des liens avec la chrétienté, évidemment, qui revendique le droit de définir ce qu'est la chrétienté, mais pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Parce que Washington est un pouvoir étranger qui nous dicte notre loi, qui dicte ce qu'on doit penser, les valeurs qu'on doit assimiler, mais finalement, la papauté a joué un petit peu ce rôle dans l'histoire, et en tout cas, ce qui est indiscutable à mon avis, c'est que la papauté a empêché l'Europe occidentale de se constituer en unité politique. Alors, on peut penser que c'est bien, parce que sinon l'Empire, il y avait une sorte de dynamique naturelle, l'Empire européen, c'était l'Empire germanique. C'est l'Empire germanique qui a toujours été l'Empire naturel. C'est l'Allemagne qui avait cette vocation, si on pense aux pays ou aux civilisations un peu comme des êtres organiques, c'est ça l'organisme qui était destiné à unir d'abord l'Allemagne et l'Italie, et puis à unir, enfin plus ou moins autant, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc on a cette particularité importante. Donc les réformes de Luther, je passe un petit peu, mais je voudrais juste bien souligner que la réforme de Luther, c'est une révolte politique, c'est un phénomène politique avant d'être un phénomène religieux, parce que ce sont les princes d'Allemagne qui soutiennent la réforme de Luther. Sinon, Luther, il aurait fini comme Jean Hus ou comme bien d'autres révoltés. C'est le fait que des princes allemands veulent se débarrasser, s'émanciper de la tutelle et de la domination de Rome qui est important. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'ils soutiennent Luther, qui lui aussi a un programme politique. Luther n'a pas fait que clouer ses, je ne sais plus combien de thèses sur l'Église. Il a écrit un livre qui est un appel aux princes allemands à rejeter l'autorité de Rome. Hein. Et c'est ce livre qui a été le programme adopté par ces princes de la Ligue de Schmalkald, hein, des princes qui s'entendent pour s'émanciper de l'Empire allemand. Voilà, donc tout ça, je pense, c'est une perspective que je développerai dans une autre conférence, mais qui permet, à mon avis, de comprendre un petit peu d'où on vient, quel est vraiment notre problème de l'Europe, hein, c'est quand même un petit peu ça, c'est cette incapacité à former un empire, et enfin former une civilisation unifiée politiquement, et donc c'est ça qui nous a conduit à être finalement devenir une colonie d'une autre civilisation, parce que la civilisation américaine c'est une autre civilisation, même si elle est anglaise d'origine. Juste un mot encore pour cette perspective, si vous voulez, si en Europe c'est comme si vous aviez, on peut dire qu'on a quand même une civilisation, hein, civilisation médiévale de l'Europe, on peut difficilement nier que c'est une civilisation, mais c'est aussi un ensemble de micro-civilisations qui chacune cherche à devenir un empire. Alors vous avez eu la France qui a voulu devenir un empire à un moment, en même temps que l'Angleterre voulait devenir un empire, et cette guerre entre deux empires s'est soldée par... c'est l'Empire britannique qui a gagné. Les Anglais ont fondé un empire, mais ce n'est pas l'Empire européen, c'est un empire britannique contre l'Europe, d'une certaine manière, puisque la stratégie de l'Empire britannique, ça a été justement d'empêcher l'unification de l'Europe. Vous voyez ? Donc vous avez des micro-civilisations, des micro-empires qui s'entre-déchirent jusqu'à finalement le XXe siècle, cette monstruosité de deux guerres mondiales qu'un historien allemand a décrit comme une guerre civile européenne de 30 ans, où l'Europe quasiment se suicide, hein, se commet harakiri, s'autodétruit, à cause de cette division dont j'ai essayé de... Enfin, dont je propose de faire remonter à cette histoire médiévale.
Pendant ce temps-là, donc voilà, entre les deux guerres, Oswald Spengler a écrit Le déclin d'Occident, un livre qui a beaucoup marqué, qui est un peu difficile à lire, un peu lourd, mais qui est quand même intéressant parce qu'il ce qui est très intéressant, à mon avis, c'est de lire des livres de gens qui essayent de réfléchir à ce qu'est une civilisation, ce qu'est l'histoire, en prenant une perspective très très longue, très très large. C'était un des premiers, Oswald Spengler, à avoir cette démarche extrêmement intéressante. Et lui, alors, lorsqu'il voyait la Russie, ben, il disait la Russie est la promesse d'une culture du futur, alors que l'ombre du crépuscule assombrit peu à peu l'Occident. On ne saurait trop insister sur le fossé qui sépare l'esprit russe de l'esprit occidental. Aussi marqués que soient les antagonismes spirituels, religieux, politiques ou économiques entre Anglais, Allemands, Américains et Français, tous ces peuples n'en forment pas moins un monde clos face à la Russie. Donc, un des premiers, il a bien fait remarquer que la Russie est totalement étrangère à toute cette histoire et donc a une histoire totalement différente et donc fonde à une nature, une identité totalement différente. Et donc maintenant, on va revenir à la Russie pour essayer de savoir ce qu'est la Russie, avec un tableau de Pavel Ryzenko, qui est un peintre moderne qui a beaucoup fait des peintures qui illustrent l'identité russe, des peintures religieuses ou militaires. Voilà. Pardon. Alors la Russie est-elle une nation ou une civilisation ou un empire? Bon, ben, un petit peu ces trois choses. Mais ce qui est certain, c'est que quand on étudie la Russie, et surtout quand on lit les penseurs russes, on n'a aucun doute sur le fait que la Russie est avant tout une civilisation. La Russie est beaucoup plus qu'une nation, et puisque la Russie et la Fédération de Russie en fait regroupent de nombreuses nationalités, 160 à peu près, ça varie un petit peu, et donc quand vous êtes citoyen russe, vous êtes citoyen de la Fédération de Russie, mais vous avez une nationalité qui peut être la nationalité russe. Il y a à peu près 78% des citoyens russes qui sont ethniquement russes, enfin qui se définissent comme ethniquement russes, mais vous pouvez être aussi citoyen russe en étant arménien ou beaucoup d'autres choses. D'accord ? Donc il faut, je pense, partir du principe que la civilisation, en tout cas la Russie se voit comme une civilisation, et beaucoup plus qu'une nation. Donc, d'accord ? Alors elle a pu, dans son histoire, jouer un peu le rôle, essayer de se faire passer aux yeux de l'Europe pour être une nation européenne, on va le voir, mais actuellement, on peut dire qu'elle joue cette carte de la civilisation. Vladimir Poutine, au dernier forum de Valdai, a déclaré « La Russie est une civilisation originale et indépendante ». Voilà, donc à un moment où l'empire de la Horde d'Or est affaibli, ben, tout simplement il émancipe la Russie. Et c'est vraiment l'acte fondateur de la nouvelle Russie, de la grande Russie, qui se distingue de la Russe de Kiev dont j'ai parlé avant. Parce que Ivan III, depuis Alexandre Nevski, si vous voulez, qui s'est soumis à la domination de la Horde d'Or, a fondé, du coup la Russie s'est déplacée vers l'Est. Et c'est Moscou, à ce moment-là, qui est devenue finalement la nouvelle capitale. Tout simplement parce que sa situation a été favorable pour les échanges commerciaux, et donc la nouvelle Russie est centrée à Moscou et non pas à Kiev. D'ailleurs, Kiev avait été détruit par les Mongols, mais finalement avait un peu échappé à la domination mongole, et les Russes considèrent que ce sont eux qui ont arrêté l'invasion mongole. Ils ont un peu cette idée que grâce à eux, l'Europe occidentale a échappé à l'invasion mongole. Et c'est probablement un petit peu vrai, c'est-à-dire que les Mongols se sont arrêtés au niveau de la Russie. Et Kiev, à ce moment-là, a été assez rapidement, au XIVe siècle, assimilé dans le royaume de Pologne-Lituanie, donc ne faisait plus partie pendant très très longtemps de la Russie. Était donc englobé, soumis à la Pologne, et donc à un État catholique. D'accord ? Tout ça, je le rappelle, parce qu'il faut quand même avoir cette perspective sur Kiev pour comprendre que c'est complexe, c'est compliqué. La relation entre la Russie et Kiev est compliquée. À la limite, il y en a qui disent, oui, en simplifiant, on dit la Russe de Kiev, c'est la Russie. Oui, mais bon, à l'époque, ça s'appelait la Ruthénie. Le terme russe, si vous voulez, certains historiens vous diront, ouais, mais c'est une homonymie trompeuse. La Russe de Kiev, on l'appelait le royaume de Ruthénie, alors que la Russie, c'est autre chose.
Donc il y a les points de vue, il y a des points de vue différents qui sont possibles. Ok. Après Ivan III, il y a Ivan le Terrible 4. Ivan IV, c'est le petit-fils de Ivan III. Alors là, c'est vraiment là que c'est le premier tsar, c'est le premier à se déclarer tsar. Plutôt qu'empereur, donc il adopte le terme byzantin, hein, parce que c'est la déformation, on pense, de César, bien que c'est discuté. Alors c'est vraiment une époque fondamentale parce que c'est là que naît l'identité de la Russie vraiment très très centrée sur la figure du tsar. Une particularité de la Russie, sur laquelle je reviendrai, c'est que la Russie, c'est le tsar. C'est un État autoritaire, autocratique, avec une aristocratie faible, contrairement par exemple à la Pologne, où il y a une aristocratie très forte et une royauté faible. En Russie, il y a toujours eu, depuis Ivan III et surtout depuis Ivan IV, le Terrible, une aristocratie très faible et un État extrêmement fort, autoritaire, avec des empereurs, des tsars souvent cruels et très violents, comme l'était Ivan le Terrible, un peu psychologiquement dérangé, exalté, hein, totalement possédé par sa mission, mais très instable, et bon, un personnage, je ne vais pas vous faire la biographie, mais enfin vous en avez entendu parler. Mais aussi critiquable que soit Ivan IV le Terrible, pour les Russes, il reste, si vous voulez, le premier tsar. Et après la chute de cette dynastie, on est toujours dans la dynastie des Ryurikides, c'est-à-dire les Russes, la dynastie de Vladimir le Grand, qui sont théoriquement d'ailleurs des Vikings à l'origine. Hein. Mais enfin, bon, on voit d'ailleurs sur la reconstitution faciale, ce que vous voyez là à gauche, c'est la reconstitution faciale d'après son crâne, on voit déjà un petit peu un aspect, enfin peut-être asiatique, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de mixité, surtout chez les élites, hein, des princes russes ont épousé des princesses mongoles dans la diplomatie matrimoniale qui se pratiquait à cette époque. Voilà, donc je reparlerai de cette donnée très fondamentale pour comprendre la Russie, c'est l'importance de l'autocratie, c'est-à-dire de la figure du tsar autoritaire et paternelle, hein, qui est considérée comme une figure paternelle, cruelle, violente parfois, mais néanmoins essentielle. Donc après la fin de la dynastie des Ryurikides, on a une période de grands troubles. Justement, une particularité des périodes de troubles en Russie, c'est qu'il y a tout un tas de mouvements quasi messianiques religieux où on imagine que le tsar qui a été assassiné est encore vivant. On a eu la dernière manifestation de ce courant, c'était après le meurtre de la famille de Nicolas II. Hein, vous avez eu des rumeurs et des personnages qui, probablement en toute sincérité, se croient être le survivant. Donc tout ça, ça montre l'intensité de la vénération du tsar dans l'âme russe. Hein, c'est quelque chose sur lequel insistent beaucoup certains philosophes russes. Mais après, on a la dynastie des Romanov qui prennent le relais, qui, eux, développent pendant plusieurs siècles, veulent européaniser, occidentaliser la Russie. Et c'est la démarche d'abord de Pierre le Grand, qui est très hostile, qui voit la Russie comme un pays totalement arriéré, et donc qui se charge de européaniser de force les Russes, en commençant par l'aristocratie russe. Il oblige tout le monde à couper la barbe. Et si on y réfléchit, c'est assez intéressant de penser à la culture de la barbe en Orient et la culture du visage rasé en Occident. Hein. On imagine toujours les Romains bien rasés, on ne sait pas trop d'ailleurs comment ils se rasaient, mais bon, alors que la barbe est quelque chose de fondamental en Orient, aussi bien dans l'orthodoxie que dans le monde musulman. Hein. Donc Pierre le Grand, pour lui c'est symbolique, et c'est très violent, hein, et même chez les paysans, je crois, enfin, il y avait des lois, on n'avait pas le droit de porter la barbe, on risquait la peine de mort, on risquait d'être exécuté si on avait la barbe. Et il obligeait aussi les femmes à porter le décolleté. Donc vous avez vraiment un choc culturel très intense qui se... Alors ils fondent Saint-Pétersbourg, ils fondent cette capitale tournée vers l'Occident, etc. C'est un grand tsar, hein, il est très respecté, très aimé par les Russes, mais il correspond à une époque
où la Russie a essayé de tout apprendre de l'Europe. Et elle a appris effectivement énormément de choses. Après, la deuxième grande figure, c'est Catherine II, qui elle n'était même pas russe, elle était allemande. Et elle aussi très européanophile, mais elle plus tournée d'ailleurs vers la France que pour l'Allemagne, puisque Pierre le Grand était surtout adorait l'Allemagne, il a vécu en Allemagne, il a fait venir de l'intellectuel, des savants allemands, alors que Catherine II était fascinée par les Lumières françaises, elle a correspondu avec Voltaire, je ne sais pas si Voltaire n'est pas allé la voir, enfin bref. Jusqu'à la Révolution, où là, elle s'est comme un petit peu détournée elle a commencé à prendre peur un peu, elle a compris que les Lumières françaises, il y avait quand même un danger. Mais voilà, donc là, c'était cette période très tournée vers l'Occident, et évidemment avec aussi une volonté d'expansion. C'est la période où la Russie s'étend vers l'ouest et vers le sud, et récupère une partie des terres de l'Ukraine à l'ouest, à l'est, pardon, du Dniepr, j'ai toujours du mal à prononcer le mot de ce fleuve hein, qui passe pas à Kiev, je crois. Si, il passe à Kiev, oui. Enfin bref, il divise l'Ukraine actuelle, hein, il passe vraiment au milieu de l'Ukraine actuelle, il y a deux parties, à l'est du Dniepr et l'ouest. Et donc elle récupère toute la partie est, la Crimée, etc. Et là, l'Occident réagit et on entre dans une période de guerre, de tension entre la Russie et la Pologne, en particulier, où donc la Pologne disparaît parfois, bon. Et puis entre la Russie et l'Empire ottoman, avec une volonté d'ailleurs affichée de Catherine II de reconquérir Constantinople, Istanbul, puisque la Russie, j'ai oublié de le dire, et pourtant c'est vraiment le fait le plus important, c'est que depuis la chute de Constantinople, eh bien, la Russie se considère comme la troisième Rome, et c'est-à-dire l'héritière de l'identité, le dépositaire de l'Église orthodoxe, hein, voyez. Donc aussi avec il y a deux héritiers de Constantinople, il y a l'Empire ottoman et l'Empire russe, hein, qui chacun revendique d'être l'héritier légitime. Et la Russie a toujours eu un œil vers Constantinople, et en tout cas durant la période de Catherine II, une volonté de réunir tout ça en un seul empire. Donc on voit apparaître une russophobie à cette époque-là, et on voit apparaître cette géostratégie britannique du grand jeu qui consiste à endiguer l'Europe, endiguer la Russie, empêcher de la Russie de s'étendre vers l'ouest, empêcher la Russie de s'unir à l'Europe, etc. Et du côté russe, une prise de conscience, parce que ce qui se passe finalement du point de vue russe, c'est ce qu'ils observent, c'est qu'ils voient les pays catholiques et protestants s'allier avec l'empire musulman contre la plus grande puissance chrétienne orthodoxe. Et ça a été un choc, hein, ça a duré assez longtemps, il y a eu la guerre de Crimée, le congrès de Berlin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à cette période-là qu'on voit apparaître le mouvement qu'on peut définir comme le mouvement slavophile, en tout cas un certain nombre de penseurs qui se mettent à réfléchir à ce qu'est la Russie et à comprendre que la Russie doit se définir, d'abord à comprendre que l'Europe n'aime pas la Russie. Et donc que l'Europe doit trouver sa propre voie, que la Russie doit trouver sa propre voie en dehors de l'Europe. D'accord ? Et donc là, on va rentrer, je vais faire un petit survol, j'espère pas trop long, de penseurs russes qui sont très influents aujourd'hui, qui ont été redécouverts après la chute du communisme et qui sont fondamentaux pour comprendre un peu les intellectuels russes qui ont une influence, on va dire aujourd'hui, sur l'élite dominante. Hein, des intellectuels qui sont redécouverts. Alors un penseur important, très important, c'est Nicolas Danilevski, qui a écrit un livre qui s'appelle « La Russie et l'Europe », dans lequel il insiste sur le fait que la Russie a une nature, une identité totalement différente de l'Europe. Il commence par faire ce constat que la Russie n'a connu aucun des grands événements qui ont défini l'Europe. Hein. Donc vous voyez, la Russie n'a pas connu
Les bouleversements du haut Moyen-Âge, la féodalité, elle n'a pas connu le centralisme papiste, ni la latinité, hein, le latin. Elle n'a pas été touchée par la révolution intellectuelle de la scolastique au XIIe, XIIIe siècle, j'en reparlerai un petit peu. Elle n'a jamais connu de mouvement de réforme véritable, et donc, ni non plus de contre-réforme, bien qu'elle a connu des bouleversements, évidemment, des tensions. Elle est restée étrangère à la Renaissance, elle a pratiquement pas influencée par la Renaissance. Et on pourrait ajouter qu'elle n'a pas connu vraiment la révolution industrielle, ou elle l'a connue très tardivement. Et l'économie capitaliste, elle a été à peine effleurée par l'économie capitaliste, puisqu'elle est devenue communiste en 1917, etc. Et surtout, la Russie n'a jamais connu la démocratie, hein, même si à une certaine époque elle a été influencée par les Lumières françaises, elle n'a jamais connu la démocratie, jusqu'à une époque récente, si on veut. D'accord ? Alors, certains intellectuels vont tirer de cette idée que la Russie est totalement arriérée. Ça a été quand même le cas de plusieurs intellectuels russes. On dit que il est temps de rattraper notre retard, il faut qu'on connaisse toutes ces choses-là. Mais certains intellectuels, comme Nicolas Danilevski, en déduisent au contraire qu'il faut que la Russie préserve sa propre identité en se protégeant de l'influence occidentale. Voilà une citation, par exemple, à regret ou avec satisfaction, heureusement ou malheureusement, il faut avouer que la Russie n'est pas l'Europe. Elle ne s'est pas nourrie des racines dont l'Europe buvait les sucs bienfaisants et nuisibles sur l'emplacement même où s'était écroulé le monde antique. Elle ne s'est pas nourrie non plus des racines établies dans les profondeurs de l'esprit germain. En un mot, la Russie n'a rien de commun avec ce qui est bon en Europe, ni avec ce qui est mauvais. Donc il ne dit pas que l'Europe est meilleure ou moins bien, simplement on est différent. Et il explique que les Européens ressentent ça très instinctivement, et c'est pour ça que les Européens sont fondamentalement, profondément russophobes, parce qu'ils ressentent instinctivement cette différence. Donc Danilevski était un biologiste qui imaginait les civilisations un peu comme des organismes. Il a développé une théorie des civilisations organiques, qui est intéressante, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il insistait sur la dimension ethnique et donc sur la slavité. Hein. Ce qui définit le russe, pour lui, c'est la slavité. Les Russes sont des Slaves. Et il en déduisait que la Russie a la responsabilité de recréer une civilisation slave, et donc il est le fondateur de ce qu'on appelle le panslavisme. Mais le panslavisme n'a pas vraiment fait école, parce que il est facile de constater que beaucoup de pays d'origine slave ne sont plus assimilables à la Russie parce qu'ils ont été profondément occidentalisés, et notamment par le catholicisme, comme la Pologne. Danilevski lui-même ne savait pas trop s'il fallait englober la Pologne dans le panslavisme. Les Tchèques, comme je l'ai dit, sont catholiques et protestants. Et puis il y a d'autres pays qui sont assez proches de la Russie, comme la Hongrie et la Roumanie, mais ils ne sont pas slaves. Ils n'ont pas de langue slave, alors ils ont un substrat slave. Donc le panslavisme n'est pas quelque chose qui a fait vraiment école. Et puis d'ailleurs, on pourrait aussi ajouter que les Russes, originellement, ne sont pas des Slaves, mais des Vikings. Donc la composante ethnique, même si elle est intéressante, ne peut pas définir l'identité russe de manière plus fondamentale. Donc la plupart des slavophiles, le mouvement des slavophiles, donc qui s'opposent aux occidentalistes, c'est-à-dire tous ces penseurs qui veulent comprendre ce qu'est la Russie de manière indépendante et même hostile à l'Occident, mettent l'accent en général sur l'orthodoxie comme étant vraiment la clé de l'identité russe. Alors vous avez un des fondateurs du slavophilisme qui est Alexis Komyakov, dont on trouve des écrits en français, parce qu'il a écrit en français. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la critique orthodoxe du catholicisme est vraiment très complexe, et mériterait, d'ailleurs je ne suis pas non plus un spécialiste, enfin c'est une question qui m'intéresse depuis un certain temps, mais je vais essayer de donner juste deux idées simples de la critique des orthodoxes, que font les orthodoxes du catholicisme. Et c'est important parce que c'est quand même, ça va assez en profondeur pour nous aider à comprendre comment les Russes voient l'Occident. Parce que les Russes qui se sentent russes sont des orthodoxes, se sentent orthodoxes, et donc comprennent assez bien ces choses-là.
que nous, par contre, on a du mal à comprendre, ou qu'on voit de manière inversée. Alors, la première critique systématique, évidemment, de l'orthodoxie, c'est que le catholicisme a trahi l'identité fondamentale de l'Église, qui était d'être une communauté non hiérarchisée. Et au fond, alors là on rentre dans des choses un petit peu subtiles que je vais essayer d'aborder sans être trop long. Dans la mentalité du peuple russe, l'Église est la communauté des fidèles, d'accord, unis dans l'amour du Christ, si je paraphrase ce que dit Khomyakov. C'est pourquoi, explique-t-il, les Russes, si vous voulez, pour eux, sont moins centrés sur l'obsession du salut individuel, ils sont plus centrés sur leur devoir de protéger l'Église. Et donc ça s'observe effectivement dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que l'Église est la substance de leur être, l'Église en tant qu'être collectif. D'accord ? Il y a une dimension collective qui reste plus forte que dans le catholicisme, qui, en quelque sorte, la réforme grégorienne, et ça les historiens modernes, c'est comme ça qu'ils voient les choses aujourd'hui, c'est le fond, le principe essentiel de la réforme grégorienne du XIe siècle, hein, de Rome, c'est de diviser le monde en deux. Il y a d'un côté l'Église et de l'autre côté les laïcs. Et ça, c'est quelque chose, disent les orthodoxes, et disent d'ailleurs aussi les protestants, c'est le fond de l'accusation protestante contre le catholicisme, c'est non, l'Église, c'est la communauté des fidèles. Voilà. Donc ça, c'est un point qu'il faudrait élaborer pour voir si c'est une accusation légitime ou pas, mais c'est quelque chose qui est important. Deuxième point, les orthodoxes critiquent le catholicisme pour son rationalisme, et effectivement l'orthodoxie n'a pas connu, comme je vous l'ai dit, la véritable révolution intellectuelle qui a été la scolastique. Alors là, on va rentrer aussi dans des choses un petit peu subtiles mais importantes. Ce virage rationaliste, donc centré sur la doctrine et centré sur la volonté de préciser point par point la doctrine sur tous les sujets, est quelque chose qui aboutit, selon les orthodoxes, à une dérive judiciaire. C'est-à-dire que la catholicité, la papauté s'est transformée en une sorte de tribunal. Une sorte de tribunal qui tient une comptabilité du péché, qui calcule pour chaque péché les réparations, etc. C'est quelque chose qui s'observe, à mon avis, de manière particulièrement bien dans la différence entre le discours orthodoxe sur l'enfer et le discours catholique. Parce que la punition de l'enfer éternel est quelque chose qui est absent de l'orthodoxie. Je pense que la plupart des orthodoxes, d'après ce que j'ai pu voir, effectivement confirment que la notion d'enfer éternel est absente de l'orthodoxie, même si elle n'est pas complètement absente, évidemment. Mais enfin, l'orthodoxie est restée attachée à une conception qui vient d'Origène, même si Origène est théoriquement condamné par le concile de je ne sais plus quoi en 500 et quelques. Malgré tout, les pères grecs, à partir d'Origène, restent influents, et ils ont fermement condamné l'idée que le Dieu d'amour puisse imposer des châtiments éternels. Bon, c'est juste une illustration parmi d'autres, si vous voulez, et il y en a beaucoup d'autres, si vous voulez, comme on pourrait prolonger, je ne vais pas prolonger plus, mais il y a des différences quand même très très importantes et profondes entre l'orthodoxie et le catholicisme. Et donc des accusations assez légitimes de l'orthodoxie contre le catholicisme, parce que tout ça, ce sont l'enfer éternel, d'une certaine manière, c'est une obsession qui, comme je l'ai dit d'ailleurs dans une conférence il n'y a pas très longtemps, je pense a beaucoup contribué à une certaine névrose, mais même aussi, plus que ça encore, à l'individualisme. Parce que face à la menace de l'enfer, c'est la mentalité du sauf qui peut qui prône. Hein, l'enfer était quelque chose de tellement effrayant qu'au lieu de s'intéresser au salut collectif de l'Église et de la communauté, on est entraîné par la peur. Hein, c'est une arme de terreur qui n'existe pas en orthodoxie. Bon, ça illustre, c'est pas un élément de preuve, hein, c'est juste un élément d'illustration. Vous voyez à droite une illustration orthodoxe où le défunt continue son chemin vers le salut après la mort. Voilà.
Alors, autre point très important, donc, qui en fait est à la base de tout ce que je viens de dire, finalement, on peut dire que le fond de la différence fondamentale entre l'orthodoxie et le catholicisme, c'est que l'orthodoxie est restée fidèle à l'orientation néo-platonicienne du christianisme d'origine. Les pères grecs sont des néo-platoniciens. Leur vision philosophique, leur conception philosophique était néo-platonicienne, c'est-à-dire platonicienne. Alors que l'Europe, le christianisme romain a pris un virage aristotélicien avec la scolastique. Et là, je ne suis pas un spécialiste et c'est très difficile de résumer quelle est la différence fondamentale, mais à mon avis, la différence fondamentale, c'est que chez Aristote, on a une conception très réductrice de l'âme. Et donc, chez Aristote, on peut trouver, d'une certaine manière, l'origine de l'individualisme. Chacun a une âme, point. D'accord ? Chez Aristote, on peut même aller jusqu'à dire que c'est une forme de matérialisme, Aristote, puisque l'âme n'est que la forme du corps. Elle disparaît quand le corps disparaît. Bon, mais évidemment, chez les scolastiques catholiques, l'âme est éternelle. Mais si vous voulez, dans le platonisme, on a une conception, une métaphysique beaucoup plus large, beaucoup plus souple, qui permet de comprendre des êtres collectifs, des âmes collectives, et donc qui donne beaucoup plus de sens à l'idée qu'un peuple peut avoir une âme collective, à l'idée que l'Église elle-même est un être collectif, même si évidemment ça c'est pas absent du catholicisme non plus, etc. C'est un point sur lequel insiste beaucoup Alexandre Dugin. Il a écrit un livre qui s'appelle Political Platonism, dans lequel il va insister sur ce point. Pour Alexandre Dugin, par exemple, dans une conception aristotélicienne, on a une conception très étroite de l'individu, hein, alors que dans la conception, et donc d'une certaine manière, Aristote à la sauce scolastique, hein, parce qu'Aristote en soi, on ne sait pas très bien, on n'est pas tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il a vraiment écrit ou pas écrit, etc. Bon. On a donc un lien direct entre Aristote et le nominalisme, et Alexandre Dugin va beaucoup parler du nominalisme comme étant la source de l'individualisme occidental. Le nominalisme, c'est l'idée qu'il n'y a que de réalité matérielle, finalement. D'accord ? Dans le platonisme, on a une conception de la personne différente, parce que la personne, en quelque sorte, est une partie d'une âme collective, ou même d'une certaine manière, la personne est un microcosme de sa propre communauté. Donc vous avez une possibilité de réfléchir de manière beaucoup plus large à la personne par rapport à l'individu. Donc l'Occident, c'est l'individu. L'individu se définit par ses droits, la personne se définit par ses devoirs. Il y a tout un tas de choses qui découlent de cette différence fondamentale. D'accord ? Pour illustrer, alors un autre point important, c'est que l'orthodoxie, du coup, est moins doctrinale, est moins obsédée par la doctrine, et au contraire valorise le symbole, la beauté, l'art comme accès à la vérité du Christ, et comme accès au salut. Et une petite anecdote qui illustre bien ça, c'est qu'on raconte, les vieilles chroniques racontent que Vladimir Ier, qui voulait adopter une religion, a hésité entre l'islam, le catholicisme, l'orthodoxie de Byzance ou le judaïsme, et finalement c'est la beauté du culte de Byzance tel qu'il lui a été rapporté qui l'a convaincu. Hein. Donc la beauté, l'accès direct à Dieu par le symbole et non par la doctrine est quelque chose de beaucoup plus important en orthodoxie, ça je pense que tout le monde le dira, et du coup aussi bien la doctrine divise, puisque soit tu y crois, soit tu y crois pas, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, aussi bien le symbole est quelque chose qui a un caractère plus unificateur. Et donc, pour moi, un point très, très important pratiquement, au point de vue pratique, c'est qu'il est plus facile pour un orthodoxe de se sentir chrétien si il ne croit pas littéralement que Jésus est ressuscité, par exemple. C'est moins important, c'est moins un frein, c'est moins un bloc. Évidemment, je ne dis pas que les prêtres orthodoxes ne défendent pas la doctrine de Nicée, c'est la même doctrine, mais on tolère un accès à la vérité par un autre chemin que la doctrine. La culture du symbole est importante aussi pour comprendre l'importance de l'habit,
des icônes, évidemment. D'ailleurs, finalement, au niveau de la tradition artistique, si on veut comprendre la différence essentielle, l'orthodoxie, c'est les icônes. Les icônes, c'est des peintures symboliques. Et le catholicisme, c'est centré sur les crucifix. Donc la différence entre le catholicisme et l'orthodoxie, c'est la différence entre le réalisme de l'art religieux occidental et l'art symbolique orthodoxe. Et on pourrait approfondir cette idée. Je vais aller assez vite, juste signaler que, bon, du coup, il y a pas mal de théologiens, penseurs, poètes, philosophes russes qui sont vraiment à fond dans le platonisme. Et un des aspects très intéressants du platonisme, c'est toute cette réflexion sur qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la masculinité. Parce que dans le platonisme, si vous voulez, du coup, on est à l'opposé, à l'exact opposé du nominalisme qui mène à l'idée que chacun se définit comme il veut. Il n'y a pas d'identité norme, il n'y a pas de norme. Dans la pensée un peu platonique et donc orthodoxe, on a une richesse de pensée sur... Alors, Soloviev est à la fois un poète et un philosophe, et il prend un peu le contrepoint de Schopenhauer par rapport aux femmes, puisque Schopenhauer va dire que l'amour, le sentiment amoureux, c'est la ruse de l'instinct qui va nous... Mais vous avez des philosophes comme Soloviev qui vont développer au contraire cette idée, finalement réconcilier, vous savez, la femme du poète et la femme du philosophe, en insistant sur le fait qu'il y a un idéal féminin, il y a un idéal masculin. Donc vous voyez qu'on est dans une pensée qui va valoriser, non pas forcément la norme, mais en tout cas l'idée qu'il y a un idéal. Il y a un idéal de la femme, il y a un idéal de l'homme, etc. Ce qui détruit, on va dire, la culture, la théorie du genre, qui va à l'opposé de ça. Ok, alors, je suis peut-être un petit peu long là. Je vais bientôt, je vais aller assez vite. Ce qu'on va faire là, on va faire connaissance un petit peu rapidement avec quelques penseurs russes très importants. Constantin Léontiev est très important, très très connu aujourd'hui, très revenu en vogue. Tout ça, c'est des penseurs qui ont été un peu occultés pendant la période communiste, évidemment, mais qui aujourd'hui, souvent qui étaient exilés d'ailleurs. Léontiev vivait avant la révolution bolchevique. Alors lui, pareil, il va dire l'âme russe et l'âme orthodoxe, mais plus encore, il va insister sur la dimension politique de l'orthodoxie. Pour lui, plus important encore que l'aspect religieux, c'est l'aspect politique, et c'est ce qu'il appelle le byzantinisme. Et donc c'est ce que nous, vulgairement, en Occident, on aurait tendance à appeler le césaropapisme, c'est-à-dire cet équilibre subtil et instable entre le patriarche et le tsar, entre l'Église et l'État. Du point de vue catholique, où le pape doit être supérieur à l'empereur et au roi, on a une vision négative de ça, mais c'est certain que dans le monde orthodoxe, c'est l'empereur qui est le patron. C'est l'empereur qui nomme même, ou en tout cas qui valide la nomination du patriarche. Le patriarche n'a aucun pouvoir politique. L'idée d'un patriarche qui lève une armée de croisés, par exemple, est totalement insupportable du point de vue russe, du point de vue des orthodoxes. Voyez. Donc le byzantinisme, pour Léontiev, c'est le despotisme sanctifié par la religion. C'est la figure du tsar, toute puissante, paternelle. L'État, écrit-il, dans le byzantinisme et la slavité, a toujours été plus fort chez nous, plus profond, plus élaboré, non seulement que l'aristocratie, mais même que la famille. Donc la figure du tsar a une importance fondamentale, et c'est vrai que anthropologiquement, la famille n'est pas forcément plus forte en Russie. C'est un des problèmes de la Russie d'ailleurs, le sentiment, la fibre familiale est moins développée en Russie traditionnellement qu'en Europe de l'Ouest, dit-on. C'est la figure du tsar qui en quelque sorte a toujours été vraiment l'idée maîtresse qui fédérait les Russes. Petit détour par Dostoïevski.
Oui, Leontiev lui-même a aussi commencé à élaborer l'idée que les Russes sont des Asiatiques autant que des Européens, et donc l'âme russe, c'est cette dualité, et donc c'était déjà un penseur, un pionnier, on va dire, de l'eurasisme. Mais on peut dire que Dostoïevski lui-même est devenu un petit peu un prophète de l'eurasisme, et comme j'ai déjà écrit ça dans un article que je vais passer, j'ai cité, vous trouverez ça dans cette citation. Mais juste revenir quand même sur une idée intéressante que j'ai trouvée vraiment très très riche de Dostoïevski. Il fait un parallèle entre ce qu'a été l'Amérique pour les Européens et ce qu'est l'Asie pour les Russes. Et j'ai pas le temps de développer cette notion, mais peut-être il faudra une conférence entière pour comprendre aussi ce qu'est l'Amérique. Ce qu'est l'Amérique. Hein. Parce que l'Amérique, c'est quoi? C'est quand même le génocide indien. C'est quand même une civilisation qui se fonde sur la destruction d'une civilisation ou de plusieurs civilisations amérindiennes. Et les Indiens étant des Asiatiques d'une certaine manière, puisque les Amérindiens sont majoritairement d'origine asiatique, si on fait le parallèle avec ce qu'est l'Asie pour la Russie, on peut voir le potentiel radicalement différent que peut développer la Russie en se tournant vers l'Asie. Et c'est ce qu'elle fait maintenant, sous l'impulsion de penseurs comme Nicolas Troubetskoy, qui est un des fondateurs de l'eurasisme, qui, comme d'autres, va développer cette idée en tant qu'historien qu'en réalité, la Russie s'est fondée sous la domination mongole. Et donc l'apport mongol a été absolument fondamental pour créer la Russie. Avant la domination mongole, il n'y avait pas de Russie, il y avait des cités qui se faisaient la guerre constamment. C'est les Mongols qui ont en tout cas donné l'occasion à la Russie de s'unifier, alors dans une situation de soumission, mais qui lui ont apporté aussi un savoir-faire colossal en termes d'administration, de centralisme, même de fiscalité, etc. Donc vous avez des penseurs qui vont insister sur le fait, et même de mixité ethnique, puisque en fait les Russes, c'est pas difficile de voir que même ceux qui se définissent ethniquement comme Russes n'ont pas forcément le profil viking. Il y en a qui ont, même Poutine d'une certaine manière, peut-être. Alors là, j'ai fait un article sur Goumiliev, donc je passe. Je vous invite à le voir, il est sorti il y a quelques jours sur égalité et réconciliation, un penseur très important pour l'eurasisme, très bien considéré par le Kazakhstan et d'autres pays d'Asie. Donc voilà, toute cette école de pensée qui nourrit l'eurasisme est vraiment fascinante, intéressante. Et pour comprendre la dualité européen-asiatique, il y a un certain nombre de films que vous pouvez voir ou revoir. Il y a ce film magnifique d'Erzurum Zala, ou un film récent par Nikita Michalkov, qui est un cinéaste favori de Poutine, qui est presque un cinéaste maintenant d'État, enfin une icône ce sont des films qui justement mettent en valeur cette dualité problématique, mais très enrichissante, de la Russie, qui est à la fois européenne et asiatique, et qui est constamment une rencontre entre deux mondes. D'ailleurs, comme l'était Byzance, c'est ça qui est intéressant aussi. Constantinople, c'était ça aussi. C'était le pont entre l'Europe et l'Asie. Et bien, ce pont entre l'Europe et l'Asie, aujourd'hui, c'est la Russie. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait de la Russie l'héritière de Constantinople. La culture des steppes, la culture des nomades, la culture mongole a été russifiée par la culture cosaque. Les Cosaques sont des Russes, ethniquement, ce ne sont pas des Turcs, ce ne sont pas des Mongols, mais ils ont adopté en quelque sorte le mode de vie des Turcs et Mongols. Ce sont des Ukrainiens, des steppes, qui ont... voilà, tout ça c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a une sorte de dynamisme, de mélange de civilisations qui crée la civilisation russe. Voilà. Un dernier penseur, pour finir, qui est très important pour Poutine, dit-on. Malheureusement, j'ai pas pu lire, j'ai rien trouvé. Ils sont très peu traduits, tous ces penseurs que je vous ai donnés là. Celui-là, très peu de choses traduites de lui, en anglais un petit peu, mais pas grand-chose de très important. Mais on dit que Poutine a fait distribuer le livre fondamental de ce penseur à tous les fonctionnaires. Donc on dit que c'est lui qui est un petit peu le penseur le plus important pour Poutine. Et on comprend pourquoi si on lit cette citation. Je vous laisse la lire, comme ça je me repose un peu.
Et je prépare ma conclusion. Voilà, alors lui, il faisait partie de ces penseurs qui ont été exilés. Il a eu la chance, il a été emprisonné par les bolcheviks plusieurs fois, mais finalement, Lénine a mis une centaine d'intellectuels russes dissidents sur un bateau, on appelle ça le bateau des philosophes, et il les a expédiés à l'extérieur. Et donc, il faisait partie de ce convoi de philosophes qui ont été exilés, soit lui en Allemagne, c'était un spécialiste de Hegel, d'autres en France, comme Nicolas Berdyaev, qui est le philosophe le plus traduit en français que vous pouvez trouver. Voilà, alors pour conclure sur l'âme russe, je pense qu'il faut quand même ne pas oublier que finalement ce qui fabrique, ce qui forme l'âme d'un peuple, ce sont quand même ces grands hommes. C'est les grands hommes qui incarnent l'âme d'un peuple et qui à un moment ils vont nourrir cette âme et d'une certaine manière vont transmettre leur propre grandeur à un peuple. Et je pense que Vladimir Poutine restera dans l'histoire, en tout cas je l'espère, comme vraiment un grand homme qui marquera le XXIe siècle, qui sera probablement le plus grand homme de toute l'histoire du XXIe siècle, dans la mesure où, s'il réussit, il va vraiment faire basculer le monde dans une autre ère, avec une vision qui est nourrie par ce que je vous ai dit, et qu'on pourrait résumer finalement par la notion de byzantinisme, c'est-à-dire cette alliance entre un État fort, un dirigeant fort et autoritaire, et une Église qui incarne les valeurs morales. Et donc cette alliance extrêmement importante en Russie, puisqu'il y a Poutine, mais il y a le patriarche Kirill aussi, qui est une figure fondamentale très importante, moins importante que Poutine, mais quand même très importante et très utile à Poutine pour appuyer sa défense des valeurs morales contre l'Occident. Et donc, en Occident, en Russie, on a une défense des valeurs morales qui peut s'illustrer par exemple par le fait que vous pouvez, en Occident, vous pouvez être banni des réseaux sociaux si vous exprimez votre opposition à l'idéologie transgenre et à la corruption des mineurs, mais en Russie c'est l'inverse. La promotion de l'homosexualité et de la transsexualité est interdite et Google a récemment été condamné à une amende record pour avoir enfreint cette interdiction. Voilà ce qui illustre assez bien le problème, alors que nous avons ça. Voilà. Donc ce fossé des civilisations, cette polarisation, et c'est intéressant de... Alors, dans le domaine des arts, vous avez beaucoup de choses qui vaudraient la peine d'être montrées. Un grand investissement de l'État dans la promotion des artistes, de vrais artistes. Et je vais finir sur une considération sur l'alliance entre la Russie et l'Allemagne, qui me semble importante. Et pour ça, je vais laisser la parole à Berdyaev, donc Nicolas Berdyaev, dont on trouve pas mal d'ouvrages traduits en français, parce qu'il a vécu en France, il fait partie de ces intellectuels juifs exilés par les bolcheviks. Et il insiste, comme d'autres, sur le fait qu'il y a quand même une affinité très forte entre la Russie et l'Allemagne, beaucoup plus qu'avec la France. D'abord parce que l'Allemagne s'est rebellée contre le catholicisme, mais aussi contre Napoléon et contre les Lumières. Et donc en Allemagne, on a eu un mouvement romantique et idéaliste. La philosophie allemande, finalement, s'est opposée aux Lumières françaises à la même époque que les philosophes russes. Et donc il écrit, je vais vous lire le début, « L'idéalisme allemand, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, a eu une importance déterminante pour la pensée russe. La pensée créative russe a commencé à se manifester dans une atmosphère d'idéalisme et de romantisme allemand. » Alors, ce qu'on appelle le romantisme allemand, c'est un mouvement intellectuel, philosophique, on va dire un peu platonicien, dans la mesure où c'est un mouvement qui lutte, qui résiste au rationalisme, qui réagit au rationalisme français. Voilà, donc ça c'est important, je pense, parce que c'est vrai que la réconciliation ou l'amitié entre l'Europe et la Russie ne peut passer que par l'Europe, que par l'Allemagne d'une certaine manière, et c'est, espérons-le, ce qui se passera. Voilà, je vais juste pour finir vous donner quelques sources qui m'ont été utiles. J'avais pris comme point de départ, c'est un petit livre qui m'a été assez utile, de Michel Elchaninov, Dans la tête de Vladimir Poutine.
Bon, c'est un petit bouquin, mais qui ne vous apprendra pas forcément plus que ce que je vous ai dit ici. Mais au moins, c'est un bouquin écrit par quelqu'un qui parle russe. Et j'ai beaucoup appris des vidéos produites par un jeune philosophe russophone français qui se fait appeler Egonon et dont le site, vous voyez ici, il produit beaucoup de vidéos sur des penseurs russes. Par exemple, Danilevski, je l'ai découvert grâce à lui, sur Leontiev également. Il y a des vidéos gratuites, il y en a d'autres payantes sur son site. Et je vous recommande d'aller voir, c'est vraiment intéressant. De Nicolas Berdyaev, on trouve pas mal d'ouvrages que vous pouvez lire. L'idée russe, c'est pas le penseur le plus profond, mais c'est celui qui a beaucoup fait connaître d'autres penseurs russes, et donc c'est une bonne approche. Et puis il y a un livre ou deux de Leontiev aussi chez l'Âge d'Homme, voilà, si vous voulez approfondir toutes ces questions. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai été très long et je vous remercie de votre patience.